Bismillahirrahmanirrahim. On descend encore pour les infections respiratoires aiguës. Maintenant, nous sommes dans la deuxième étape, si on peut utiliser le terme. On va commencer par les angines, ou bien les amygdales. Donc, comme des généralités, l'angine, c'est une inflammation aiguë d'origine infectieuse des amygdales et ou de l'ensemble de pharynx. Donc, pharyngite peut être en association avec des amygdales ou bien des angines. Elle peut être d'origine virale ou bactérienne. Toujours lorsque vous allez entendre le terme viral, c'est bénin, mais bactérienne, surtout les angines. Vous allez rencontrer ce terme-là, cette phrase dans le rhumatisme articulaire aigu, le traitement de toute angine par une antibiothérapie chez l'enfant pour éviter le risque du rhumatisme articulaire aigu dès ou bien dans le futur. C'est le streptocoque bêta hémolytique du groupe A qui va prédominer comme germe incriminé dans ces angines. Donc là voilà, ça c'est les amygdales. Donc les amygdales ils sont gonflés, ils sont inflammés. Il s'agit d'une angine. Elle peut être accompagnée avec une gorge gonflée, une gorge douloureuse. Donc c'est une pharyngite ou bien pharynx, inflammation des deux structures, soit du pharynx, soit de l'amygdale. Ça c'est de l'examen à la base longue. Ça c'est votre streptocoque B. Notez-vous bien si on vous pose la question. C'est le streptocoque bêta du groupe A hémolytique qui est le germe le plus fréquent, le plus responsable de ces dernières. 25 à 40% de ces angines sont dues à ce germe. Mais il est rare avant 3 ans. Au-delà de 3 ans, c'est le streptocoque bêta. C'est une pathologie, heureusement, qui est banale, qui est fréquente. Heureusement, habituellement, elle est d'évolution qui est spontanée, favorable. Mais sa gravité, ça c'est la phrase que vous devez reconnaître, que vous devez retenir dans le cours d'angine. Donc la gravité de l'angine, c'est qu'elle est liée à des risques de survenue de complications ce qu'on dira post. Donc c'est tardif, donc c'est pas aigu, c'est pas immédiat, c'est pas l'angine dans sa forme aiguë qu'on va craindre, c'est les complications post-streptococciques qui sont, si on vous pose la question de, citez-vous deux complications majeures, et on va les aborder bien détaillées dans chacun dans un cours séparé, c'est le RA, le rhumatisme articulaire aigu et la GNA, c'est la glomérulonéphrite aiguë post-streptococcique. Donc notez-vous bien le terme post, qui veut dire après, qui veut dire tardif. C'est les complications qu'on craindra, c'est pas la pathologie elle-même, c'est pas l'infection. Donc deux complications, RA et la GNA, la glomérulonéphrite aiguë. Donc, pour l'examen clinique, donc les angines, ils ont un début qui est brutal. Vous allez noter la fièvre, des douleurs pharyngées ou une odynophagie. Odynophagie qui veut dire douleur à la déglutition. Donc, douleur pharyngée, comme on a vu, un gorge, ou bien une gorge qui a été gonflée, qui a été rougeâtre, qui a été douloureuse. Des douleurs abdominales dans certains des cas, des vomissements. Donc, la symptomatologie là, chez un enfant. Donc, des douleurs abdominales et des vomissements peut être dus à des diarrhées, peut être dû à des infections, peut être dû à multiples pathologies. Donc, la douleur et les vomissements, c'est pas un signe pathognomonique chez l'enfant. L'examen de la gorge, comme vous avez vu, vous allez trouver une rougeâtre diffuse du pharynx avec parfois un exudat blanchâtre et des amygdales qui sont tuméfiées. Donc là, voilà, à l'aide d'un abaissement, vous allez noter, comme on avait vu, des amygdales. Voilà l'aspect rougeâtre. Voilà, on dit qu'il s'agit d'un aspect érythémateux pultacé. Donc ces lésions-là, ils sont vrais pathognomoniques ou bien vraisemblables à des infections à streptocoque. Ce qui est à différencier, on va voir par des diagnostics différentiels à l'enduit blanchâtre dans la diphtérie. Donc, parmi les premiers diagnostics différentiels, un étudiant en cycle clinique doit différencier entre ce premier aspect, les amygdales qui sont dites érythémateux pultacées, suspects de streptocoque bêta hémolytique du groupe A, par rapport ou bien au contraire d'une amygdale ou bien d'un enduit blanchâtre qui est pathognomonique à une infection, bien à une diphtérie. Donc, peut-être aussi en association des adénopathies sous-angulo-maxillaires qui vont être sensibles. Donc, des adénopathies sensibles, sont en faveur d'une inflammation et d'une infection. Par contre, si vous avez des adénopathies, on va voir ça dans les tumeurs. Si vous avez des adénopathies qui sont immobiles, qui sont non sensibles, non douloureuses,
malheureusement, c'est en faveur d'une prolifération maligne ou bien des tumeurs. Donc ça, c'est la baisse longue. Ça, c'est votre germe. Ça, c'est la clinique, la fièvre, le début brutal. Et là, voilà les complications. Deux complications à craindre. Le rhumatisme articulaire aigu. On répète, on a un cours sur ça. Et la glomérulonéphrite aiguë. Donc ça, c'est les points forts. Si vous allez retenir ces points forts concernant l'angine, vous avez retenu le maximum, bien le plus important de cette partie. Donc, la classification. Il s'agit de plusieurs types. Donc ça, c'est la glomérulonéphrite. Ça, c'est des adénopathies qui sont douloureuses, sensibles. C'est la même chose. Les odynophagies à la déglutition. Maintenant, pour la classification, il s'agit premièrement des angines érythémateuses ou érythémateux pultacés. C'est cet aspect-là. Donc là, maintenant, on demande votre attention. Première classification des angines, c'est l'angine érythémateuse ou érythémateux pultacé, qui peut être virale ou bactérienne. On répète, bactérienne, on craindra le strepto B. Et deux complications, ça c'est votre réflexion de cette partie. Bon, cette partie, on a deuxièmement les angines à fausse membrane. Voilà des fausses membranes. Donc, vous êtes en train de noter, ça c'est le premier aspect qui est, on répète, érythémateux pultacé. Donc, c'est pas des fausses membranes, ce sont des lignes ou bien des expansions blanchâtres, mais c'est pas d'une fausse membrane. Il ne constitue pas une membrane comme cette dernière-là. Là, c'est une fausse membrane. Cette dernière peut être en faveur si on vous pose la question de la MNI. C'est le cours que vous avez vu l'année passée en infectiologie. Vous pouvez le consulter à tout moment, c'est toujours disponible. Ou à une diphtérie qui est une autre pathologie à déclaration obligatoire. Un étudiant en cycle clinique doit différencier entre, voilà, ça c'est un aspect ou bien c'est un enduit blanchâtre qui est cohérent. Vous pouvez consulter le cours de la diphtérie pour plus d'informations. Donc ces dernières, ils sont adhésifs. Si on vous pose la question, les critères ou bien les caractéristiques du fausse membrane de la diphtérie en comparaison avec une angine érythémateux pulsacée, cette dernière, l'angine au niveau de la diphtérie, elle est adhésive, bien adhérente à la paroi, elle est cohérente, on ne peut pas la dissocier, elle est difficile à détacher, c'est très difficile de détacher cette dernière, et elle est reproductible. Les quatre critères, j'espère que vous vous souvenez de votre infectiologie, et elle est rapidement reproductible si on va la détacher, et on va trouver la bactérie, la diphtérie, à l'intérieur de ces fausses membranes. Par contre, ça c'est la MNI, la mononucléose infectieuse ou la diphtérie. Et là, voilà votre angine érythémateux pulsacée. Il ne s'agit pas de membrane. Là, vous allez craindre le strepto B. Donc ça, c'est les points forts les plus importants concernant les angines. Parfois, ces angines peuvent compliquer par des abcès. Donc ça, c'est la diphtérie toujours. C'est l'enduit blanchâtre, détachable, difficile à enlever. Et là, voilà, c'est une complication. Donc, si on vous pose la question, citez la complication majeure, c'est l'abcès péri-amygdalien ou bien un abcès rétropharyngé. Généralement, vous allez trouver des angines érythémateuses pulsacées, mais parfois, je répète, c'est pour cela un étudiant en cycle clinique doit différencier les fausses membranes, l'angine à fausse membrane, l'angine diphtérique car elle est de déclaration obligatoire et la conduite thérapeutique va différer. Dernièrement, les angines récidivantes. Donc, on répète, vous avez premièrement l'angine érythémateuse, érythémateux pulsacée, soit virale qui est bénigne, soit bactérienne et qui nécessite une antibiothérapie pour éviter le RAA et la GNA. Donc, je vous invite à noter ces lignes-là. Deuxièmement, angine à fausse membrane, vous devez différencier à cette dernière, car peut-être de la MNI ou de la diphtérie, ou bien l'angine compliquée par des abcès, soit péri-amygdaliens, voilà un abcès péri-amygdalien, ou bien totalement un abcès rétropharyngé. Dernièrement, les angines qui sont récidivantes. Donc, on va détailler dans ce cours, ou bien dans cette partie, l'angine érythémateuse ou érythémateux pulsacé, car c'est cette dernière que vous allez rencontrer le plus souvent dans votre thérapeutique, ou bien dans votre terrain, dans votre pratique médicale. Donc, seul, ça c'est une phrase à noter. Concernant les angines érythémateuses ou érythémateux pulsacées, seule l'angine streptococcique qui nécessite un traitement antibiotique. Si elle est d'origine virale, il n'y a aucune indication. C'est sans intérêt de prescrire une antibiothérapie devant une infection qui est virale. J'espère que vous vous souvenez ça de votre bactériologie.
En pratique, il est difficile de distinguer l'angine virale d'une angine streptococcique. Donc, vous êtes censé de différencier une angine streptococcique par une angine diphthérique, mais c'est difficile de dire est-ce que l'origine de cette dernière c'est viral ou il est bactérien. Le test diagnostic, là, il n'est pas disponible chez nous. Donc, le TDR, le test rapide diagnostic pour le streptocoque, il n'est pas disponible. C'est pour cela de préférence, pour éviter les séquelles, pour éviter le RA, pour éviter la GNA, il vaut mieux traiter toute angine érythémateux pulsée par une antibiothérapie chez un enfant pour éviter, surtout si ce dernier présentera les signes de risque. On va aborder ça avec détail dans les deux cours RA et la GNA. Donc, j'espère que c'est clair jusqu'à maintenant et j'espère que vous avez noté tous les points forts concernant les angines. Maintenant, avant de entamer le traitement et conclure cette partie, on va voir la différence. Donc ça, c'est un tableau qui va vous aider dans votre pratique médicale. La différence entre une angine streptococcique et une angine virale. Donc prenez note toujours. Donc concernant premièrement les notions épidémiologiques. L'angine streptococcique, elle est saisonnière surtout. Vous allez noter cette dernière surtout en hiver, en printemps. Elle est très souvent rencontrée chez un enfant à un âge un peu avancé, de 5 à 15 ans. On répète, c'est vrai rarement de voir une angine streptococcique avant l'âge de 3 ans. Souvent, avant l'âge de 3 ans, si on vous pose ça dans un contexte clinique, il s'agit d'une infection virale bénigne qui ne nécessite pas une antibiothérapie. Par contre, s'il s'agit d'une infection hivernale, printemps, donc infection saisonnière, l'âge où de cet enfant il est supérieur de 5 voire 15 ans, il s'agit fort probablement d'une angine streptococcique et c'est une indication à l'antibiothérapie. Par contre, l'angine virale, il s'agit d'une association à une autre maladie virale, peut-être associée à une pharyngite, peut-être associée à des autres infections nasosinusales. Par contre, cette dernière, elle va survenir à tout âge. On la note souvent chez le nouveau-né, donc, ou l'enfant à un âge inférieur à 3 ans, on note souvent des infections d'origine virale plus que des infections d'origine bactérienne. Donc ça, c'est le premier critère de différencier entre les deux sur le plan épidémiologique. Maintenant, pour les signes fonctionnels et les signes généraux, notez-vous que l'angine streptococcique, elle a un début qui est brutal. Tout ce qui est bactérien, c'est brutal, brusque, douleur pharyngée, une odynophagie intense. Odynophagie, on répète, qui veut dire des douleurs à la déglutition. J'espère que vous avez vu cette dernière dans votre sémiologie gastrique. Des douleurs abdominales qui est un signe pas pathognomonique, l'absence de la toux. Voilà votre signe. Si vous avez, donc la toux, c'est un signe majeur. D'abord, vous avez vu ça en votre troisième année concernant la sémiologie respiratoire. Donc, la toux, s'il s'agit d'un enfant d'un âge un petit peu inférieur à 3 ans, qui a de la toux, qui a des signes d'infection viraux, il s'agit très fort probablement d'une angine virale. Par contre, une absence de la toux, c'est pas d'origine virale, c'est fort probablement streptococcique. Et bien sûr, la fièvre élevée supérieure à 39, ça, ce sont les signes d'une infection d'origine bactérienne. Ça, ce sont les critères d'une antibiothérapie. Par contre, pour l'angine virale, qui est bénigne, on répète, le début il est progressif. L'odynophagie, elle est modérée. J'espère que vous êtes en train de noter la différence entre les deux. J'espère que vous allez savoir diagnostiquer cette dernière, est-ce qu'elle est d'origine virale ou streptococcique, si on vous pose ça dans un contexte clinique. Donc, l'odynophagie, elle est modérée. La présence surtout de rhinite, si on vous donne ça dans un contexte clinique, cet enfant, il a eu la notion de rhinite précédemment, et il est en train de développer maintenant de la toux. Voilà la toux, un roulement, les diarrhées, tout ça, ce sont des signes qui sont non spécifiques. La fièvre qui est fluctuante, surtout la toux. Et vous allez noter à la baisse langue cet aspect d'origine, bien d'aspect d'angine qui est érythémateux pulsé. Fort probablement, vous allez poser le diagnostic d'une angine virale. Heureusement, elle est bénigne, elle ne nécessitera pas un traitement ou bien une prophylaxie antibiothérapie. Deuxièmement, à l'examen physique. Donc, vous allez noter dans l'angine streptococcique un érythème pharyngé
qui est très intense avec l'existence des exudats. Vous allez noter aussi les adénopathies satellites qui vont être sensibles, qui témoignent de l'infection. On répète, adénopathies sensibles en faveur d'inflammation ou d'infection. Mais si ces dernières ils sont immobiles, qui sont non sensibles, ça nous fait craindre les tumeurs ou bien les pathologies néoplasiques. On va voir ça dans les tumeurs thoraciques et tumeurs abdominales. On peut noter un rash scarlatiniforme. Donc ça, c'est de la scarlatine. J'espère que vous vous souvenez de votre cours concernant là, bien l'angine ou bien les infections à streptocoque, tout ça c'est de l'infectiologie. Donc voilà, c'est la dinophagie, bien l'odinophagie, les angines ou bien les adénopathies qui sont sensibles, et en association du rash cutané, voire une purpura en voile. Donc tout ça, ce sont les signes des infections, ou bien des signes cutanés. Donc consultez-vous le cours concernant les infections streptococciques dans deux formes cutanées, où vous allez trouver toutes ces notions de la scarlatine, de la purpura et de l'érysipène. Par contre, devant une angine virale, donc vous allez noter des vésicules, vous allez noter des gingivostomatites, donc infection de la bouche ou bien des gencives, en association avec des éruptions qui sont évocatrices des maladies virales. C'est le syndrome main, pied, bouche et la notion de conjonctivite. Tout ça, c'est en faveur d'une infection ou bien d'une origine d'angine qui est virale. Donc ce tableau-là, il est à noter. Donc notez-vous bien tous ces points forts pour différencier entre les deux causes de cette dernière. Là, une ligne qui est à retenir en sens de TDR, qui est le test rapide au streptocoque. Donc la présence des signes qui sont en faveur d'une infection virale va vous permettre de surseoir au traitement antibiotique qui est systémique. Mais en cas de suspicion, des signes ou bien si vous avez des signes en faveur, donc les voilà, c'est surtout cette dernière, cette première colonne-là, elle est à retenir. Si vous avez ces signes-là ou bien ces critères dans un contexte clinique, il vaut mieux donner une antibiothérapie de façon systémique plus que s'abstenir à cette dernière et avoir les séquelles qui sont le RAA et la GN. Dernièrement, dernier titre pour conclure les angines, donc c'est le traitement. Notez-vous bien le traitement contre le strepto, heureusement c'est l'amoxicilline. Donc pour les angines érythémateuses et ou érythémateux pulsacés, un enfant plus de 3 ans, souvent c'est d'origine, on répète, bactérien, vous allez craindre, vous allez incriminer le streptocoque, il vaut mieux traiter que non. Donc l'administration d'amoxicilline, 50 mg par kilogramme par jour, 2 prises pendant 6 jours, ou bien la benzylbenzatine pénicilline, donc la benzatine pénicilline, par une injection intramusculaire unique, 600 000 unités si le poids inférieur à 30 kg, 100 ou bien 1 200 000 unités si le poids est supérieur à 30 kg. Troisièmement, la troisième molécule que vous pouvez utiliser, c'est la pénicilline V, donc à dose de 500 000 unités par kilogramme par jour. Heureusement, le streptocoque, il est sensible aux bêta-lactamine, soit de l'amoxicilline, soit la benzylbenzatine pénicilline, voire la pénicilline V. Toujours, et comme vous avez vu dans votre infectiologie, s'il s'agit d'une allergie au bêta-lactamine, donc on va utiliser les macrolides, donc l'arythromycine, la clarithromycine ou bien l'érythromycine, donc soit 20 mg par kilogramme, 15 mg pour la clarithromycine, 30 à 50 mg pour l'érythromycine. Donc j'espère que c'est clair. Pour un enfant qui a un âge moins de 3 ans, donc ça premièrement, premier critère, c'est en faveur d'une infection qui est virale. Si vous avez signe de la toux, tout ce qu'on avait dit dans le tableau précédent, pour cela on avait insisté sur ce dernier, c'est une angine érythémateuse ou érythémateux putacé qui est très souvent d'origine virale, pas d'antibiothérapie, seulement un traitement symptomatique. Le but de cette partie, c'est de savoir, bien de juger est-ce que cet enfant nécessitera une antibiothérapie ou non. Il ne s'agit pas, donc, il est inutile de prescrire une antibiothérapie devant une infection qui est d'origine virale. Pour les angines récidivantes, on dit qu'il s'agit d'une angine récidivante si l'enfant il a 3 angines par an
ou bien 5 au cours des 2 ans qui sont consécutives. Ils sont secondaires malheureusement au streptocoque du groupe A dans 10 à 25% des cas. Dans cette dernière, on va utiliser les céphalosporines de deuxième génération, voire une amygdalectomie chez l'enfant en cas d'échec de traitement médical. Pourquoi? Pour éviter les complications toujours lorsqu'on dira infection à streptocoque chez un enfant, veut dire dans le futur RA, des lésions cardiaques, des lésions rhumatismales et de la glomérulonéphrite. Vous allez voir la sévérité de ces lésions. Donc, dernièrement, en cas d'échec, vous n'avez pas que le recours à une amygdalectomie. Pour les complications, vous avez vu, donc, au début de ce cours, pour les complications loco-régionales, un phlegmon péri-amygdalien. Phlegmon veut dire de la suppuration. Donc, c'est une douleur pharyngée unilatérale qui est intense, une odynophagie. Vous êtes en train de noter cette odynophagie qui est présente devant les infections d'origine qui sont bactériennes. État général altéré, fièvre très élevée, 39 à 40. Donc tout ça, c'est en faveur d'une infection bactérienne. Ou bien la notion de trismus. Donc voilà un trismus, le rire sardonique. Vous avez vu ça dans votre infectiologie lorsque vous avez vu le cours concernant le tétanos. Donc tout ça, c'est en faveur d'une dissémination, malheureusement, d'une infection bactérienne. La tuméfication des parties supérieures du pilier antérieur de la luette qui va être déviée. Donc voilà une luette qui est déviée à côté. Les amygdales qui sont refoulées en dedans. Et là, ça nécessite, si vous avez cet aspect-là d'un phlegmon bien phlegmon péri-amygdalien, c'est une indication à l'hospitalisation obligatoire, passer au traitement sous forme intraveineuse. Il s'agit là d'un traitement d'urgence en association avec de l'amoxicilline perrose, le relais et l'acide clavulanique pendant 10 jours. Les antalgiques, les antipyrétiques et l'amygdalectomie dernièrement s'il s'agit de récidive, traitement du dernier recours. Donc, soit un phlegmon péri-amygdalien ou bien une infection péripharyngée. Donc, soit un phlegmon rétropharyngé, phlegmon pré-stylien, un phlegmon rétrostylien. Donc, c'est la dissémination de l'infection par foyer ou bien par contiguïté. Autre complication, donc les voilà les autres foyers. Rétropharyngien, rétrostylien et pré-stylien, référence à la styloïde. Et dernièrement, si vous avez cet aspect-là, donc il s'agit d'une adénite cervicale suppurative. Donc c'est un adénophlegmon latéro-cervical. Donc c'est une dissémination de l'infection vers un ganglion. On dit qu'il s'agit d'une adénite cervicale suppurative. Et dernièrement, les complications majeures qu'on craindra, donc c'est pas aigu, c'est les complications tardives, c'est les complications chroniques. Le RARA, premièrement, rhumatisme articulaire aigu, la glomérulonéphrite aiguë, la GNA, la néphropathie ou bien le choc toxique lorsqu'il s'agit de dissémination de ces toxines. Donc, parmi les critères, si vous vous souvenez de votre cours d'infectiologie, le streptocoque peut sécréter des toxines qui peuvent donner, donc il est incriminé dans les germes causant de choc toxique. Donc, c'était tous les points forts concernant les angines. Donc, gardez-vous bien en tête surtout le tableau, surtout différencier est-ce qu'il s'agit d'une infection bactérienne ou virale, incriminer le streptocoque, savoir qu'il s'agit de ce dernier et poser l'antibiothérapie pour éviter les séquelles, surtout les complications générales tardives RA et GNA. Merci pour votre attention. On va descendre de plus en plus. On va voir prochainement la laryngite jusqu'aux arrivées aux pneumopathies ou bien aux pneumonies. Bon courage. À la prochaine, chers collègues.